Bienvenue Antonin, bienvenue Valentin. On est ici pour parler de notre spectacle Stand Up and Down. Donc ce que je vous propose, c'est simplement de parler un petit peu du cadre dans lequel le spectacle a été créé, afin que les spectateurs qui viennent le voir ne sachent pas forcément à quoi s'attendre, mais vous connaissent un petit peu mieux et connaissent un petit peu le cadre de création du projet. Donc, première question, c'est un projet qui a été créé dans le cadre d'une résidence d'artistes à Coligny, c'est ça? Oui. Oui et non. Là, c'est vrai que c'est un projet qui est né en 2019 avec la rencontre d'un livre. Et puis après, il y a eu pas mal de résidences. Et où là, on a notre première rencontre avec les scènes du Jura. C'était à la fabrique à Dole en juin-juillet 2021. Donc c'est une relation qui continue de se tisser, etc. Et on est allé travailler à Coligny avec l'association Mycène, pour le coup, en janvier de cette année. Mais il y a eu plein de petites résidences pendant ces 4 années, voilà, précisément. D'accord. Tu évoquais le livre de quel tout est parti. Tiens, Antoine, tu peux peut-être montrer. Donc, ce livre, est-ce que c'est ta première rencontre avec Arthur Grace? Ou est-ce que tu le connaissais avant? Ah non, je ne le connaissais pas du tout. Après, je me suis renseigné sur les autres livres, mais non, c'est surtout la première de couverture qui m'a attiré. Et ensuite, en le feuilletant et tout ça, et d'un seul coup, quand le projet est né dans ma tête, je me suis dit, mais attends, mais ce mec-là, lui, il a encore envie. Et ensuite, c'est en lançant cette bouteille à la mer que d'un seul coup, on s'est rencontrés. Mais avant tout ça, pas du tout. Donc cette bouteille à la mer, c'est un email que tu décides de lui envoyer, avec déjà une idée de ce que tu veux faire comme spectacle? Pas du tout? Non, j'étais vraiment au tout début, mais par contre, il m'a obligé à mettre des mots sur le spectacle. Et ça, c'était très intéressant parce que c'était en 2019, justement, donc vraiment, mais le livre, je suis tombé dessus en 2016, mais entre-temps, il s'est passé d'autres choses, etc. Et c'était trop intéressant parce que du coup, ça m'avait trop obligé à formuler un peu, à aller plus loin que juste je veux raconter l'histoire d'amitié entre un photographe et un acteur. À ce moment-là, je me disais qu'on allait jouer Robin Williams et Arthur Grace avec Antonin, mais pas qu'on allait jouer notre propre rôle. Et puis et du coup, c'était trop intéressant parce qu'il y a eu le premier mail qui était vraiment où je me disais j'aurais pas de réponse. Et il m'a répondu en disant oui, effectivement, je dois bientôt passer en France parce que je finissais par ça. Mais est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur le projet? J'étais là, waouh, j'ai déjà fait un long mail. Et du coup, c'était déjà, le projet commençait déjà à s'écrire, mais par ce biais-là, quoi. Et trop intéressant. Ouais. Et dans quel état d'esprit on est quand on reçoit la réponse d'Arthur Grace? Oh là là, on réalise pas. Je suis dans un tram à Saint-Étienne, enfin rien à voir. Là, je vois la notification Arthur Grace, je suis waouh. Ah ouais, là c'est vraiment l'enfant de 10 ans qui a eu les yeux qui ont pétillé. Il y a eu et du stress et de la joie et enfin, plein de choses en même temps. Alors, trop bien. Et donc de cet échange de mails découle une rencontre en vrai. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, tu étais aussi présent à cette rencontre, donc est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé, où ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est dit? Moi, ce que je me souviens, c'est que tu jouais à Beaune le soir d'avant. Je répétais à Beaune le samedi. Donc le plan, je finissais à 17h. Donc le plan, c'est que je suis venu le chercher, qu'on a conduit toute la nuit jusqu'à Quimper pour aller le rencontrer. Donc on est arrivé à 2h du matin, on a dormi dans la voiture et le matin, on rencontrait Arthur Grace dans un café, voilà, en parlant anglais. Il avait... on savait qu'on avait que 2 heures avec lui parce que le soir, je retournais répéter un autre projet en Lozère, bref, on avait que de 10 à 12. Et ouais, c'était un sacré moment. Je pense que j'ai jamais eu autant de trac de ma vie, même pour les spectacles et tout. C'était surnaturel parce qu'il disait yeah, Robin was. Il disait pas, il disait pas Robin Williams, c'était Robin. Il l'a connu. Et c'était fou. Et puis il était avec sa femme aussi, qui elle était son avocate, fut un temps, qui du coup, tous les deux vivaient, baignés dans Hollywood. Ils ont des amis, c'est Spielberg. C'était un autre aussi monde, c'était aussi notre époque de la photo, il n'y avait pas les réseaux. On avait vraiment en face de nous des. Je sais pas comment le nommer, mais en tout cas c'était fou. Et puis
Et puis après, il nous a pris en photo. La photo qu'on met dans le prologue au début, c'est la photo que lui a prise. Donc, de se dire qu'on a été pris en photo. Par la même personne Ouais. qui a fait en photo dans le genre. C'est ça. Puis je trouvais ça trop intéressant, les discussions de photographes entre Antonin et Arthur. Ouais, c'était fou. Ouais. Donc dans le mail que tu lui écris qui te force un petit peu à mettre en mots ton projet, à en fait te trouver une ligne directive, tu écris quelque chose d'assez intéressant et qui en fait porte déjà en lui le projet de Stand Up and Down. Tu écris: je souhaite raconter l'histoire d'un jeune acteur en 2023 qui, face au suicide de son idole, s'interroge lui-même sur ses propres secrets et ses fondations. Un peu plus loin, tu dis: je veux transmettre avec sincérité toute cette puissance que peut procurer une idole chez les gens à différents moments de leur vie. Donc cette idole, c'est bien Robin Williams. Donc on a parlé de ta rencontre avec Arthur Grace. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre rencontre chacun avec Robin Williams? Alors, avec écran interposé, certes, mais c'est quoi le premier souvenir de Robin Williams que vous avez chacun? Moi, c'est le cercle des poètes disparus, parce que mes parents ne sont pas du tout cinéphiles. Vraiment, on n'avait pas la télé et tout. Mais un jour, ils nous ont dit: ça, c'est un film que vous devez voir dans votre vie. Et on était ados. Et on a vu du coup le cercle des poètes disparus. Donc à l'adolescence déjà? Ouais, à l'adolescence. Okay. Ouais. C'est un petit peu. C'est une bonne entrée en matière quand même. C'est une bonne entrée en matière, ouais, c'est vrai. Et ils avaient raison. C'était une bonne idée de nous montrer. Je réfléchis, je sais pas lequel des films j'ai commencé, mais en gros c'était le vidéoclub dans le village d'à côté. Dans les années début 2000, fin 90, du coup, Madame Doubtfire, ou que je l'avais en cassette enregistrée. Ouais. Mais sinon, c'était des fois ramener du vidéoclub ou alors acheter carrément. Mais je crois vraiment que Madame Doubtfire, c'est vraiment ma première grosse rencontre. Mais Hook aussi, vraiment, c'est un peu les deux, quoi. Ouais. En tant qu'acteur de film, en tant que comique, ça a été des années après. D'accord. Et vous gardez quoi comme impression? Alors toi, ado, qui voit Robin Williams, ce ne sera pas tout à fait la même chose que... moi aussi, nous, enfants, on découvre ce personnage qui gesticule un peu dans tous les sens, qui fait des performances de dingue. Et en fait, à l'époque, on n'a pas forcément l'œil du cinéphile. On a plutôt la personne qui est en train de faire sa performance devant nous. Toi, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Est-ce que tu te dis: c'est ça que je veux faire? Quand je le vois dans Madame Doubtfire, par exemple, en train de faire toutes ses voix, en train de faire tous ses personnages. Non, à ce moment-là, juste ce que je réfléchis un peu, vraiment si je de me replonger vraiment, je sais que déjà juste il nous fait rire en famille, et ça c'est une sensation géniale déjà. Et après, je pense que vraiment quand dans Hook il se met à voler comme Peter Pan, je me mets devant la télé et je fais pareil, quoi, ça c'est sûr. Non, c'est vraiment plus tard, quand je découvre qu'il fait du stand-up, que là je me dis: mais c'est trop ce que je veux faire, enfin, le rapport au public, le côté en direct et tout, c'est là où ça m'attire. Et puis d'un coup je fais la connexion avec tous les films et je fais: mais en fait si toutes les voix qu'il fait, et puis vraiment le fait qu'il joue beaucoup des papas dans les films, le côté familial, je sais pas, c'est plus dans les valeurs qu'il véhiculait, sa gentillesse qui transparaît pas dans tous les films. On parlait de One Hour Photo tout à l'heure, Photo Obsession. Mais c'est cette gentillesse qu'il véhicule dans les films qui, j'avoue, d'abord humainement me faisait l'aimer très fort, quoi. Et qui est une qualité que du coup dans mon entourage j'essaie d'avoir autour de moi, et du coup, voilà. C'est vrai que c'est pas une gentillesse qui est feinte. On sait que c'est quelqu'un qui a participé, mais à une bonne centaine d'œuvres caritatives, qui embauchait systématiquement des SDF sur les tournages pour leur donner un emploi. Enfin, tout le travail caritatif qu'il a fait à côté est presque aussi long que sa filmographie, en fait. Quand on regarde toutes les œuvres auxquelles il a participé ou donné, c'est vraiment impressionnant. On a l'actrice qui joue dans Will Hunting qui disait que pendant les pauses, tout à coup, il discutait avec les gens tout autour de lui. Donc il y a tout plein d'inconnus qui se mettaient à discuter avec le casting, et puis ça transparaissait c'était vraiment lui, quoi. Donc ces moments-là où tu parles de sa gentillesse et de son humanité, je pense que c'est ça, Robin Williams, c'est vraiment ce qui le définit à la base.
Du coup, tu disais que toi, c'est plutôt le côté stand-up qui te happe. Donc finalement, sa carrière cinéma, c'est un peu un tremplin vers le stand-up dans la relation que tu construis avec lui. C'est complémentaire, C'est je complémentaire. crois. Ouais, parce que moi, pour l'instant, à l'heure d'aujourd'hui, je suis comédien donc de théâtre, mais c'est vrai que le cinéma, il y a toujours quand même une fascination, même si c'est pas exactement la même chose, que c'est pas les mêmes manières d'y accéder, etc. Mais c'est vraiment les deux que je trouve absolument touchants et complémentaires. Mais c'est vrai que de le découvrir sur scène, du coup, avec mon métier à moi, ça a été vraiment le vrai tremplin de. Parce qu'avant Stand Up and Down, j'ai eu un solo qui vraiment, je me suis mis à l'écrire parce que, enfin, quasi parce que je découvrais Robin Williams sur scène, quoi. Il y a eu vraiment un truc de. Et après, j'ai mis mes thématiques, j'en parlais quasiment pas. Le livre était sur scène avec moi déjà, mais juste j'en parlais pas, mais le livre était sur scène. Donc Stand Up and Down, c'est un peu ce premier solo, mais en 2.0. Et en même temps, il y a Antonin qui est là, donc c'est pas un solo. Bref. Je sais pas si je réponds à ta question, mais je un peu digressé. Mais... Non mais t'as bien, c'est dans la digression en général qu'on trouve le meilleur, donc tout va bien. Ok, bon. D'ailleurs, Antonin était quand même photographe de formation. Oui. Quand, pas de formation. Pas de formation, mais de... C'est quoi ça reste ta passion première. Ouais, c'est mon métier, oui. D'accord. Quand Valentin te dit viens avec moi sur scène, on va jouer une relation photographe-comédien. Mais je crois que j'ai accepté direct. C'est ça qui est fou, Mais parce que je crois que je trouve ça assez rigolo aussi de faire des choses que j'ai jamais faites. Et puis j'ai une grande confiance en Valentin et enfin je sais pas, je me suis dit bon on va trouver. Au début je me souviens que je me disais je vois pas trop où est-ce que je vais, enfin comment on va faire ça, mais on a mis du temps à trouver la bonne place, juste place. On a mis du temps, mais c'est, enfin, je trouve ça vraiment très intéressant et j'y prends beaucoup de plaisir. Enfin, c'est aussi beau de voir toute la création aussi depuis le début. Enfin, moi j'ai jamais vécu ça de ma vie. On a fait tellement de résidences, on est à la B18. Il y a tellement de gens il y a tellement de gens talentueux et qui bossent autour aussi pour qu'on arrive à quelque chose de juste. Du coup, je trouve ça très, très inspirant, quoi. Voilà, ouais. Et puis d'avoir que Valentin me laisse cette confiance aussi, que je sois là aussi. Enfin, c'est trop beau. Et c'est vrai que c'est fou parce que quand je le vois, il y a notamment la dernière scène que je ne raconterai pas, mais quand je vois Antonin sur scène, je me dis, mais mec, quoi. Je veux dire, photographe, et t'as vraiment dit oui tout de suite, c'est fou. C'est trop beau, je trouve que ça participe aussi à notre amitié que j'espère transparaît dans le spectacle aussi. Effectivement, ça donne quelque chose d'authentique sur scène. Et ça touche forcément le spectateur parce qu'on sent que vous avez ce lien tous les deux. Et on sent que justement, la relation de confiance, on la voit. Enfin, je l'ai vu au moment du premier filage, donc j'imagine qu'on la verra aussi dans la version définitive, si j'ose l'appeler ainsi. Oui, donc, on zoome un petit peu sur Stand Up and Down. Dans le mail que tu envoies à Arthur Grace, tu dis que le spectacle suivra le chemin d'un récit intime vers une autofiction. Alors, étant donné que tu amènes ton meilleur ami sur scène, moi ma question c'est quel est le ratio autobiographie-fiction dans le spectacle Alors, c'est vrai qu'à la base, donc, j'ai tout seul à l'écriture, déjà. Ensuite, il y a Pierre qui en regarde la mise en scène, Pierre Maillet, qui était là très tôt aussi. Et en fait, on a sans arrêt fait des allers-retours entre... j'arrivais avec tout ce que j'avais écrit, on le voyait ensemble sur scène, et ensuite, hop, je retournais dans ma grotte avec mon ordinateur, et puis ensuite je revenais, etc. Et puis c'est vrai qu'il y a eu une autrice qui est venue m'accompagner un peu plus tard, seulement à partir de l'année dernière, Laurie Guin. Et ça a été hyper bénéfique parce que moi, c'est vrai que, et notamment avec mon premier solo, j'avais ma manière d'écrire, j'ai jamais publié un livre, mais les fois où j'écrivais dans des contextes différents, etc., j'étais toujours sur tout dire pour de vrai. Mais donner les vrais prénoms, les vrais noms de famille, les vrais lieux, les vraies dates. Je n'arrivais pas à inventer des histoires, mais c'était ma manière d'écrire, quoi, qui est une manière qui existe. Hein, mais... Et après, on a parlé notamment
avec Laurie, l'autrice, et avec Pierre, et puis tout ça, et puis on s'est dit que quand même on raconte une histoire qui est sur une scène de théâtre, et le théâtre c'est quand même, enfin, c'est un endroit où on peut s'amuser aussi à fantasmer des choses, et notamment, et pourquoi pas dialoguer avec ces idoles qui n'existent plus, enfin, pourquoi se cantonner à la vraie, oui c'est vrai, et puis d'un seul coup quand on a commencé un peu à se laisser rêver, et puis et aussi quand même à créer des liens avec le livre, créer des liens avec sa vie à lui, et puis quand même protéger les personnes dont je parle pour pas leur imposer leur présence, donc à mélanger les prénoms et les noms de famille, parce qu'au final le public peut financer pas tant, quand on connaît pas ma vie, on s'en fiche finalement de savoir, je crois. Du coup, surtout. voilà. Bon, après, c'est aussi des appétences personnelles. Moi, je sais que quand je vois dans un film basé sur une histoire vraie, où ça me raconte aussi autre chose, où je vais voir les making-of, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. C'est quelque chose, c'est pour le bouquet personnel. Mais voilà, je crois qu'aujourd'hui, on arrive à une forme où on a un peu des deux. Et je crois que c'est intéressant, ça, justement, que les gens dans le public ils se disent. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Les gens qui, ça fait plusieurs fois qu'on vient nous demander la rencontre du loup. Bon, ça, je peux en parler parce que c'est dans le prologue, mais c'est une vraie histoire et tout. Donc, Maintenant qu'il y a l'expo, peut-être qu'ils se posent moins la question. mais on me l'a quand même posé hier. Mais oui, c'est vrai. mais je sais pas si la personne du coup avait été voir l'expo, avait osé y aller. Peut-être pas. Parce qu'il y a donc une expo photo qui est à côté du décor du spectacle qui sera à chaque fois là et que les gens pourront voir soit avant, soit après. En fait, effectivement, c'est le passage où on se dit est-ce qu'on est encore dans un côté autobiographique ou est-ce qu'il est en train de nous emmener totalement ailleurs. Et quand on sait que tu y as été, on se dit mais il y a des fois la réalité qui nous tombe dessus et en fait ça nous fait rêver. C'est vraiment. Dans les thématiques que tu abordes, tu écris toujours dans ton mail que le sentiment amoureux reste le thème central de tout ce que j'écris, comme s'il n'y avait pas d'autre sujet plus vital que celui-là. Et effectivement, on a tout le côté récit initiatique dans le spectacle, de ce jeune acteur dont tu retraces un peu l'évolution, avec la première copine, la rupture nulle au CM2, le premier coup de foot sur MSN, la première lettre d'amour, l'éveil du désir, le premier porno, tout ça. C'est des choses que tu montres et avec lesquelles tu as l'air d'être honnête, en fait. Et comment dire, ce récit initiatique, alors est-ce que tu as déjà ton ton ou pas? Ça y est. Ça y est, j'ai lu. Donc, ce récit initiatique, quand on a 30 ans, en fait, il n'est pas encore vraiment terminé, je pense. Si? Tu es initié, ça y est ou... Non, pas du tout, t'as raison. Parce qu'en fait, là, j'ai l'impression, quand on est à la trentaine, l'histoire ne cesse jamais de se terminer. Au jour le jour, on arrive toujours à l'instant T, à la conclusion d'aujourd'hui. Demain, elle sera peut-être différente. Du coup, aujourd'hui, à l'instant T d'aujourd'hui, quelles sont les leçons de ce récit initiatique que tu retraces sur scène? Quelles sont les leçons que tu peux en tirer déjà? Déjà, ce que tu dis, ça me fait penser hier, parce que maintenant, ce que tu n'as pas vu, mais il y a une enseigne au-dessus du décor qui s'appelle, où il y a vraiment marqué Up and Down, comme si c'était le nom du comédie club où on joue. D'accord. Et il y a un monsieur qui m'a dit que lui, Up and Down, pour lui, ça voulait dire vieillir, puis revenir plus jeune, puis revieillir, enfin faire des allers-retours dans le temps. Ok. Je trouve ça très intéressant. Et non, mais t'as raison, c'est vrai je crois qu'on n'a jamais fini son chemin jusqu'à ce qu'on disparaisse de cette planète Terre. Mais les leçons, moi je voulais en tout cas, si quand même, il y avait un truc que je voulais laisser aux gens, mais je sais pas si c'est ce qui va en transparaître, mais moi j'aimerais bien que, un jour on m'a demandé, dans 10 ans t'aimerais que les gens se rappellent de quoi du spectacle, et je crois que j'aimerais bien que les gens se rappellent, ah tiens, ça m'a fait me poser des nouvelles questions sur moi, ou tiens, pourquoi ça, j'en ai jamais parlé, c'est vrai. Par exemple, c'est cet enfant qui dit moi, c'est vrai que j'ai une idole bizarre aussi, et j'aime bien me dire que du coup, ça nous donne envie de plus nous assumer, mais aussi de chercher à mieux se comprendre en essayant de se rappeler autour de quelle figure on s'est construit et à quel moment. Moi, je parle de Robin Williams, je parle aussi d'autres figures qui m'ont aidé à me construire. Je raconte le fait que j'ai rencontré mon père. J'ai grandi sans mon père et que du coup j'ai eu d'autres figures masculines qui m'ont aidé à me construire, pas forcément toujours pour le bien,
Mais c'est comme ça que j'ai grandi, quoi qu'il arrive. Et du coup, j'espère, en tout cas, enfin, j'essaie de sortir de ce chemin-là, un rapport à l'honnêteté, de dire les choses, parce que j'explique que malheureusement, Robin Williams, bon, il n'est pas décédé juste, il s'est pas suicidé juste parce qu'il avait des trop gros démons pour lui. C'est un peu facile à dire. Il était atteint d'une maladie qui faisait que c'était plus lui. On en a parlé avec Arthur Mace d'ailleurs, c'était une de nos questions qu'on avait à lui poser, c'était ça a dû vous faire bizarre qu'il y ait une personne comme Robin Williams se suicide et il a dit, ben, tu sais, avec la maladie qu'il avait, c'était plus lui-même. C'était, ouais, je sais plus comment il s'appelle, l'acteur qui a joué dans Quand Harry rencontre Sally. C'était un de ses grands amis. Billy Crystal, ouais. Voilà, merci, j'avais pas le nom. Il disait que à partir du moment où les traitements un peu expérimentaux de l'époque sur la maladie de Parkinson ont commencé à agir, sa personnalité a complètement changé. Il était prostré chez lui, les rideaux fermés parce qu'il supportait plus de voir la lumière du jour. Et les gens disaient bon, on le reconnaît plus, quoi. Donc ça, c'est vraiment l'influence, j'ai envie de dire médicale, sur sa personnalité. Ouais, carrément. Mais quand même, je sais qu'il avait quand même ce truc de vouloir sans arrêt faire rire les gens. Et en même temps, on percevait des sacrés mal-être aussi chez lui, parce qu'il a fait des... C'est pour ça que le spectacle s'appelle aussi comme ça. Il a fait des montagnes russes, Arthur Gray s'en parle comme ça. Entre des immenses succès, surtout dans les années 90, 2000, début 2000, mais avec à côté de ça des curies des intoxications, des rapports à la drogue, tout ça. Et je sais que moi je vois dans cette fameuse photo dont je parle dans le prologue, moi ce que je vois c'est aussi quelqu'un qui avait aussi des choses qu'il gardait pour lui, je le vis comme ça, et si on en parlait de ça, et si on en parlait pour éviter des événements tragiques, justement des trop gros comme ça. Voilà, j'aimerais bien que ça parle aussi de ça. Donc s'assumer et être honnête. Ouais, même si je sais que c'est un chemin et que je sais pas si on y arrivera un jour, mais ne serait-ce que de le prendre ce chemin. Enfin, voilà, c'est là où j'en suis, c'est là où j'en suis. Voilà. Okay. Tu es d'accord? Oui. C'est là où j'en suis. Donc, ce récit initiatique, il n'est pas seulement amoureux, c'est aussi celui d'une vocation. Tu racontes que je vois ça, je me mets devant ma télé, je fais comme Peter Pan qui vole dans les airs. Et du coup, qu'est-ce qu'on cherche à faire quand on rythme un spectacle avec des extraits de films de Robin Williams ou quand on reprend des morceaux entiers de ses sketchs sur scène? Est-ce que c'est un défi que tu te lances d'égaler ton idole? Est-ce que tu veux faire découvrir au public français des morceaux de stand-up qu'il ne connaît pas forcément? Ou est-ce que c'est un hommage que tu cherches à lui rendre? Ou tous les trois? Ouais, c'est un peu tout ça, c'est un peu ce que tu as dit. C'est vrai qu'on aime bien l'idée avec ce spectacle de faire perpétuer sa mémoire aussi, parce que je sais que aujourd'hui tu vas dans un collège, dans un lycée, tu dis Robin Williams. C'est plus la génération. Hein. C'est plus la génération, ou alors tu vas leur dire Madame Notefire, ah si, je l'ai vu à Noël par exemple. Mais c'est vrai que j'aime bien me dire qu'on perpétue son esprit, mais aussi qu'on fait découvrir, parce qu'en France vraiment c'est rare les gens qui te disent oui je sais, il a fait de la scène, du stand-up et tout, mais de le savoir et de l'avoir vu c'est encore un autre truc. J'aime bien me dire qu'il y a un peu tout ça en même temps. Ok. J'aime bien poser des questions et donner les réponses en même temps, hein, ça fait moins de travail pour tout le monde. Et puis je fais des trop longues réponses, donc c'est bien aussi de faire des courtes. Alors, du coup, Robin Williams, lui aussi, il avait une idole, c'était Peter Sellers, l'acteur qui joue dans Dr. Folamour de Kubrick. Et qui, on retrouve un petit peu de Robin Williams en Peter Sellers, parce que dans Dr. Folamour, on le voit passer d'un personnage à un autre dans une même phrase. On a l'ancien nazi qui ne peut pas s'empêcher de ressortir ses gestuels un peu militaires, comme ça. Et du coup, Robin Williams disait on est avec une toute petite étincelle de folie, il faut tâcher de ne pas la perdre. Alors, vous, comment est-ce que, en tant qu'artiste, vous entretenez cette étincelle de folie et comment est-ce qu'on peut s'en servir? Comment ça marche? Moi, en tout cas, je mets pas trop de limites au rêve, en fait. J'ai un rêve et je me dis, allons-y. Et du coup, ça amène à des situations où on va toujours plus loin que tout ce qu'on aurait pu imaginer.
Comme ça qu'on se retrouve au fond de l'Alaska dans une cabine à observer sous la neige. Ou sur un stand-up. C'est clair, les parallèles entre les deux. Ça existe. Ouais. J'avoue que. Comment dire, en ce qui me concerne dans ma personnalité, c'est vrai que j'ai des fois beaucoup de candeur dans les choses, mais je crois que c'est aussi mon rapport au temps. Je suis quelqu'un qui suis très ancré dans le présent pour anticiper. Bon, mon métier m'oblige à anticiper, mais l'anticipation de comment les choses vont se passer et tout, c'est quelque chose que j'arrive pas à faire. Et du coup, je crois que ça me. Par exemple, hier, quand je voyais tous les gens ranger le décor de la Générale, je me disais, mais. Enfin, qui aurait cru. Enfin, en fait, c'est que j'ai vraiment tout avancé dans le processus de création, et les unes après les autres, des fois, il faut un peu tuiler, il faut un peu anticiper quand même les résidences, tout ça, mais je crois que c'est aussi ça qui fait que du coup, je me rends pas forcément compte de tout ce que ça va me demander. Je me dis pas, oh là là, c'est dur de monter un spectacle et tout, je sais pas comment. Donc là, on verra ce que sera le prochain, du coup, de vraiment l'avoir créé de A à Z avec une écriture, parce que pour les 800 litres de paille, c'est le premier spectacle qu'on écrit. On vient de deux pièces qui étaient des textes, mais je crois qu'il y a aussi. Il y a aussi un peu de ça aussi, qui est pour le coup lié, ouais, encore une fois, je sais pas si c'est un conseil que je peux donner, mais en tout cas de vivre les choses le plus au présent, et puis comme tu viens de dire, allez, essayons, et puis n'ayons pas peur de rater, c'est pas grave si je vais dans la nature et qu'il n'y a pas de loup, peut-être qu'il sera là demain. En fait c'est ça, en fait c'est une métaphore aussi de la trouvaille artistique, c'est un peu le loup quoi, je vais voir. Il n'est pas là, mais n'empêche que sur le chemin, j'ai vu des beaux paysages, du coup j'ai découvert autre chose. Enfin, je crois qu'il y a un peu. Je l'avais pas vu comme ça, mais il y a un peu de ça aussi dans cette histoire. Ouais, tu peux faire une photo floue, mais finalement l'histoire derrière, elle est incroyable. Ouais. Accepter de faire ce pas en avant, quitte à faire un petit saut dans le vide et puis à se rattraper. Rater. Ouais, il y a un auteur de théâtre que j'aime trop, Samuel Beckett, qui disait rater encore, rater mieux. Et je sais que pour démarrer le spectacle, de me dire que ce sera pas parfait, qu'il y aura des ratés, je crois que c'est une bonne. Ça me rassure. Parce que comme il y a beaucoup d'impro dans le spectacle, de me dire il faut absolument que. Il y a une semaine justement, quand vous êtes venu, je découvrais ça. Ce track, le fait que je suis dans la loge, quand les gens rentrent, c'est un délire. Je vous vois rentrer, c'est un délire. Et je sais que j'étais bon, j'espère que tout ce qu'on a répété, ça va être à peu près juste. Et hier, je savais que voilà, on avait fait notre maximum, mais qu'il y avait encore on va se faire de notre mieux. Et voilà, le côté, ce rapport au présent a pu faire émerger la folie, je crois. Donc il y a des ratés, tant mieux, et puis faisons-en quelque chose. Et oui, parce qu'en fait, c'est aussi parce que je crois que le moment présent n'est pas parfait, en fait, par définition, et que ce que fait Robbie Williams dans ses stand-up, c'est aussi ça, c'est de juste, venez, on assume tout ce qui se passe ensemble, donc on vient en fait de ça, d'assumer. Et moi, c'est ce que j'adore dans le spectacle vivant, quoi, et qu'on adore dans les spectacles de la compagnie. Dans les deux autres spectacles, l'autre point commun, c'est qu'il y a aussi ce rapport au présent et la proximité physique avec le public, l'impro, et voilà, j'espère qu'on est en train de reconvoquer ça avec celui-ci, quoi, au maximum. On te voit dans les coulisses au début du spectacle, on te voit aussi en coulisses à la fin du spectacle. Après, une espèce de morceau de bravoure entre improvisation avec un sifflement qui augmente de plus en plus. Donc on sent une espèce de descente, hein, le fameux stand-down qui vient avec le spectacle. Quand on te voit derrière cet écran translucide, qui ressemble un peu à un écran de cinéma finalement, l'intérêt de montrer ce qu'il y a en coulisses pour toi, de montrer ce parallèle avec la photo que tu projettes au début. Qu'est-ce qu'on veut montrer par là? Pourquoi on invite le spectateur à voir cette partie-là? Je sais que pour toujours parler de mon point de vue, comment dire, je sais que quand je rencontre une personne, j'ai très vite hâte qu'on passe par-dessus on aille très vite dans la conversation. Les pots de première, par exemple, dans les théâtres, c'est le moment où je suis très malheureux parce que ceux que j'ai vécu, en tout cas, on est très en surface, on est dans de nos personnages sociaux, donc derrière une armure.
Et vraiment, d'un seul coup, quand tu rencontres des gens et qu'il y a une vraie discussion et d'un seul coup, tu accèdes à la personne, vraiment, pour moi, la vie se niche là, en fait. Et pourtant, et pour le coup, je ne juge pas les gens qui cachent, hein, mais il y a des milliards de raisons qui font que tu peux même ne pas avoir conscience que tu as une armure, enfin voilà. Mais juste, je parle en mon nom, je sais que d'un seul coup, d'avoir vraiment accès aux gens et de qui ils sont, etc., mais je trouve ça absolument fabuleux et c'est pour moi, il y a une rencontre à ce moment-là. Et du coup, j'espère avec ce spectacle pouvoir justement déclencher l'envie des gens d'après d'en parler, de dire soit moi j'avoue mon idole d'enfance c'était ça, ou alors moi j'avoue j'ai eu des dames aussi. Et j'adorerais que juste d'en parler, ça donne envie d'en parler, de se dire tiens, je me suis jamais questionné là-dessus, tiens, j'ai jamais regardé ça de face. Voilà, d'aller vraiment questionner la loge qui du coup devient un peu une sorte de métaphore, nos loges intimes, ce qu'on décide de montrer dans la vie sur scène et ce qu'on décide de... C'était aussi un peu ma crainte au début, je me disais j'espère que les gens ne vont pas se dire qu'on parle juste du théâtre, du monde de l'acteur et tout ça. Et quand j'en ai parlé à ma mère au tout début, elle m'a dit, je lui ai dit mais c'est trop bien parce que Robin Williams, il a vécu des hauts, des bas, machin, c'est tellement la vie d'acteur, on a applaudi sur scène, puis après on se retrouve potentiellement tout seul dans la loge, d'un coup on n'est plus personne et tout. Bon Valentin, écoute, elle m'a répondu ça, moi j'ai été infirmière pendant 30 ans dans une maison de retraite, j'ai vécu des hauts et des bas aussi, hein. Et j'étais là, ah oui mais c'est super, enfin je veux dire dans comment le public pourra s'en emparer aussi. Finalement c'est la vie qui est comme ça, c'est pas un métier, c'est la vie. Voilà. Mais justement, dans cette partie-là du spectacle, il y a un moment qui m'a particulièrement touchée, c'est un geste tout bête. C'est donc toi qui reprends la position vidée du comédien qui descend de scène, et Antonin qui prend juste un plaid et qui le met sur toi. Ah. En mode tu t'es découvert, on va te recouvrir un petit peu pour te laisser te reposer. C'est bon, je gère. C'est ce geste-là qui est particulièrement touchant, je trouve. Et c'est le moment vraiment où on a les trois plans, l'arrière-plan de la loge, la scène, et il y a une ligne droite qui est tracée à ce moment-là. Je trouve que c'est... Bon, pour moi, c'est l'apogée du spectacle, mais c'est pas grave. Parce qu'il n'est pas évident ce moment-là, vu qu'on rentre d'un seul coup dans Antonin qui vient... Je sais pas si je peux le dire, mais... Bon voilà, il se passe ce qui se passe. Il se passe ce qui se passe. Et c'est vrai que comme il y a eu déjà 1h20, 1h25 de spectacle, de tenir l'attention jusque-là, à la fois l'attention et l'apostrophe et la tension du spectacle, c'est trop bien que tu l'aies vécu comme ça, parce que moi je le trouve très important ce moment-là du spectacle, parce que d'un seul coup on accède enfin à la résolution un peu d'une énigme, même si ça reste pas tout dit, mais sur cette fameuse phrase « Et le loup continue de dans les forêts d'Alaska ». Non, j'allais dire que sur la dernière version, ça y était pas encore. Enfin, ces phrases-là, on les faisait pas encore. Oui, c'est vrai en plus, depuis ce que tu as vu, oui, c'est vrai. Mais là, je vois que c'est tout au plus clair. Voilà. Non, trop bien, trop bien. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là, j'ai plus de questions. Merci d'être venu et d'avoir répondu à tout ça. Merci à toi. À mardi pour la première. Ouais, ça y est, J-3, J-4. Bon, dans pas longtemps. J-3. Je sais plus. Coupé.